À présent, on va passer à Sylvie Chocron. Vous êtes, voilà, ça y est, neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS. Vous êtes la fondatrice et la directrice de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à la Fondation ophtalmologique Rothschild à Paris. Vous diagnostiquez et traitez des porteurs de troubles neurovisuels, cognitifs ou comportementaux, et vous êtes très impliqué dans la prise en charge des troubles des apprentissages. Vous menez des recherches fondamentales sur la cognition visuelle, spatiale et attentionnelle, et vous développez des applications cliniques dans le domaine des troubles neurovisuels. Vous êtes enseignante dans plusieurs masters et vous assurez des chroniques mensuelles sur le cerveau et la neuropsychologie au magazine de la santé. Vous publiez aussi régulièrement dans Le Monde et vous assurez la rubrique neuropsychologie de la vie quotidienne pour le mensuel Cerveau et Psycho. Tout un programme. Sylvie Chocron, vous allez nous parler de notre cerveau comme vous l'avez si bien fait dans une journée dans le cerveau d'Anna, votre livre que je recommande aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jocelyne pour l'invitation, pour la présentation et pour les présentations très intéressantes qu'il y a eu avant moi et qui sont juste fascinantes. Alors je vais essayer de partager mon écran. Donc effectivement, je vais vous parler de neuropsychologie et donc de cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie? C'est vraiment cette discipline qui vise à comprendre le lien entre notre cerveau et nos comportements. Et donc, à chaque fois qu'on va percevoir, avoir une pensée, agir, faire une action, etc., ben on va se demander quelle est la région du cerveau qui est responsable de ce comportement. Et on peut étudier du coup ce lien entre le cerveau et le comportement chez le sujet typique. On peut l'étudier au cours du développement, on peut étudier les différences entre certains sujets, les hommes, les femmes, les enfants, les sujets adultes, et ainsi de suite. Et puis on peut aussi s'intéresser, comme je le fais, à ce qui se passe quand on a une lésion cérébrale. Et donc, qu'est-ce qui arrive à notre cerveau quand, par malheur, quelqu'un a souffert d'un accident vasculaire cérébral, d'un traumatisme crânien, ou plus fréquemment, par exemple chez les enfants, d'une naissance dans des conditions difficiles ou prématurées. Comment est-ce que le cerveau va être affecté et quels sont les troubles qu'on va pouvoir ensuite observer et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour restaurer ces fonctions qui ont été perdues à la suite de cette lésion. Et donc, moi, j'ai une double casquette. Donc, je suis directrice de recherche au CNRS, donc je suis responsable d'une équipe qui étudie vraiment le développement cognitif, les processus cognitifs tout au long de la vie, mais aussi la plasticité cérébrale. Et puis, je suis aussi responsable donc d'un institut, comme vous l'avez dit, à la Fondation Rothschild, où on reçoit tous les patients à partir de 1 mois et sans limite d'âge qui ont subi ou qui sont suspectés d'avoir eu une atteinte cérébrale et qui vont présenter des troubles cognitifs divers et variés. Ça peut aller de troubles des apprentissages jusqu'à, chez le sujet adulte, des troubles de toutes les fonctions cognitives. Et donc, notre travail, ça va être de faire le diagnostic des fonctions qui sont troublées et de mettre en place un projet de rééducation pour pouvoir restaurer ces fonctions. Et évidemment, comme je suis chercheur, mon travail, c'est de lier vraiment l'approche fondamentale à l'approche clinique et de pouvoir, d'une part, mettre au point de nouveaux outils cliniques à partir de nos recherches fondamentales, mais aussi de pouvoir bénéficier de tout ce que les patients nous apprennent pour vraiment initier de nouvelles recherches sur le fonctionnement cérébral. Et donc, vous voyez, à l'heure actuelle, si j'ai mis comme première diapo ces illustrations, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un certain nombre de représentations de notre cerveau. Donc, on peut étudier notre cerveau en activité, on peut modéliser l'activité cérébrale, on peut regarder le cerveau d'un point de vue anatomique, d'un point de vue plutôt électrique, plutôt chimique, on peut s'intéresser aux connexions, on peut s'intéresser à l'anatomie des différentes régions. Mais malgré tout ça,
quelle que soit l'approche qu'on ait en neurosciences, il reste très difficile de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau à chaque instant. Et par exemple, il reste difficile de comprendre comment notre cerveau va produire une émotion ou une réaction face, par exemple, à une photo comme celle que j'ai fait figurer sur cette diapositive. Donc, ça reste un enjeu de comprendre comment tous ces processus physiques, chimiques, électriques vont nous conduire à ressentir des émotions, à éprouver telle ou telle pensée ou à réagir de telle ou telle façon. Et c'est ça notre travail à tous, je dirais, de tous les neuroscientifiques, quelle que soit notre approche. Donc, pour commencer, je me suis dit que ce serait bien de vous mettre vraiment en situation pour que vous compreniez un petit peu quel est notre travail. Et donc, une partie de notre travail consiste à comprendre comment le cerveau apprend et comment fonctionne cette fameuse plasticité cérébrale dont vous entendez beaucoup parler, qui correspond finalement à la façon dont le cerveau se modifie sous l'effet de l'expérience. Et donc, j'ai choisi de vous faire passer une petite expérience. Donc, vous avez devant vous un tableau de 2 gars que je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de réfléchir à ce que vous évoque ce tableau. Donc, très probablement, la plupart d'entre vous voient un paysage avec des collines, une côte un peu escarpée, la mer à droite, le ciel en haut. Donc, j'imagine, sans trop m'avancer, que vous percevez à peu près toutes la même chose. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous le laisser plus longtemps, sinon je vais déborder. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, 2 gars avait peint, avant ce paysage qui s'appelle justement Côte Escarpée, il avait peint ce tableau à gauche qui représente une femme à la toilette et que j'ai volontairement tourné pour qu'il soit dans la même orientation que l'autre tableau. Et vous voyez peut-être que cette femme, je reviens en arrière, vous voyez peut-être que cette femme qu'on aperçoit à gauche, elle se retrouve dans le tableau de droite. Au milieu du tableau, vous voyez sans doute les jambes de cette femme à gauche, son torse ensuite, ses seins, son visage et ses cheveux qui pendent. Donc, je n'ai pas de pointeur malheureusement parce qu'en partageant mon écran, je ne pense pas que vous puissiez voir ma souris. Au cas où vous la verriez, vous voyez peut-être voilà, les jambes ici, le corps, les seins, le visage ici et les cheveux. Et donc, ce que je voulais vous montrer par cette petite expérience très rapide, c'est que si je vous remontre maintenant ce tableau, vous allez voir cette femme que vous n'aviez peut-être pas vue lorsque je vous l'ai présentée la première fois. Et donc, vous voyez ici ses cuisses, son torse, sa poitrine, son visage et ses cheveux. On ne sait pas pourquoi Degas a caché ce tableau, cette femme, à l'intérieur de ce paysage. On ne sait pas si c'était une commande d'un client, si c'était une façon de jouer avec les personnes qui regarderaient ce tableau. Toujours est-il que ce que je vous ai montré grâce à ce tableau, c'est que vous avez appris à voir. Et que de la même manière que vous avez appris à voir, votre cerveau va apprendre tout au long de la vie. Et ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce sont des choses que vous avez apprises à voir, à entendre, à sentir. Et s'il n'y a pas ce phénomène d'apprentissage, vous êtes aveugle à un certain nombre de choses qui vont être devant vos yeux ou que vous allez entendre ou que vous allez toucher. Et donc, le cerveau, c'est un outil qui nous sert à apprendre et qui finalement conditionne nos pensées, nos perceptions, nos réactions grâce à cet apprentissage qui se traduit par ce qu'on appelle justement la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que tous ces apprentissages vont modifier notre cerveau et en particulier, à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, vous allez établir de nouvelles connexions entre des neurones qui sinon ne seraient pas connectés entre eux. Donc voilà un petit exemple de ce qu'on étudie. Au passage, vous réalisez aussi que devant vos yeux, vous avez en permanence des informations que votre cerveau perçoit peut-être, mais que vous ne percevez pas forcément consciemment si vous n'avez pas appris à les percevoir. Et ce champ de recherche me sert aussi à restaurer certaines fonctions chez les patients. Donc là, vous voyez, je vous ai mis en haut une IRM d'un patient qui a eu une lésion dans son cortex occipital, c'est-à-dire à l'arrière de la tête,
qui a eu une lésion dans ces régions qui sont responsables de la vision. Et ce patient a perdu la capacité à voir. Vous voyez en bas, la moitié de l'image est noire, parce que lorsque ce patient regarde le centre de l'image, il ne voit que la partie droite de l'image et il a perdu son champ visuel gauche. Et ce qu'on a pu mettre au point grâce aux recherches qu'on a menées et chez le sujet normal et chez le sujet cérébrolésé, ce sont des techniques qui permettent à ces patients de recouvrir la vision dans leur champ visuel aveugle et de réapprendre à voir, justement grâce à ces processus non seulement de plasticité cérébrale, mais d'apprentissage visuel. Et donc, en fait, on a découvert que les patients qui avaient perdu la vision dans un champ visuel à la suite d'une lésion cérébrale ont gardé la capacité à percevoir de manière non consciente, un petit peu comme vous, quand vous aviez cette femme devant les yeux, mais que vous n'aviez pas encore appris à la voir. Et en partant de cette vision non consciente, on peut restaurer leur vision consciente et leur redonner la capacité à voir. Donc, vous voyez, ces recherches sur notre vision consciente, non consciente, sur les apprentissages, peuvent aussi permettre de mettre au point des techniques pour redonner la vue à des patients qui auraient perdu la vision après une lésion cérébrale. Donc, comme le disait Jocelyne récemment, en plus de mon activité de recherche et de clinique sur des sujets qui sont, voilà, qui concernent la vision, l'attention, les capacités cognitives et la clinique, donc vraiment la restauration de ces fonctions, j'ai eu envie d'écrire un livre qui soit très accessible et qui est le récit de la journée d'une jeune femme, donc depuis son réveil jusqu'à son coucher. Et à chaque activité de la journée, j'ai tenté de décoder ce qui se passait dans son cerveau, pas forcément d'ailleurs de manière consciente. Et donc, vous voyez tous les sujets que j'ai abordés, évidemment le sommeil, les rêves, mais aussi la mémoire, ce qui se passe quand on est multitâche, etc. Donc, plein d'activités de la vie quotidienne. Et si je l'ai fait, c'était justement pour aller de plus en plus vers une explication de ce qui se passe dans notre cerveau au quotidien. Alors, je vais aller très vite sur une question qui vous intéresse sans doute, qui est la question des cerveaux masculins et féminins. Donc, vous savez qu'il y a eu un énorme débat sur est-ce que les hommes et les femmes ont le même cerveau. Et si vous tapez cerveau féminin, cerveau masculin, vous allez tomber sur un tas de représentations plus ou moins loufoques sur ce qui se passe dans le cerveau d'un homme et d'une femme. Et d'un point de vue plus scientifique, donc pendant longtemps, on a dit que les femmes avaient un cerveau plus petit que les hommes. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que si on ramenait le poids du cerveau à la taille totale, finalement, les hommes et les femmes avaient un cerveau qui était exactement dans les mêmes proportions. Et je rappellerai que Einstein, dont on ne peut pas vraiment contester les capacités intellectuelles, avait un cerveau plus petit que celui de la moyenne des femmes. Et par ailleurs, la baleine bleue, dont on ne nous dit jamais que c'est l'être vivant le plus intelligent, a un cerveau qui est démesurément grand par rapport au cerveau humain. Et donc, il faut retenir de ça que la taille du cerveau, le poids du cerveau n'a jamais été corrélé à son efficience. Donc, aucune inquiétude. Et donc, ce qu'on pense actuellement, c'est que les différences entre les hommes et les femmes, elles sont sans doute beaucoup plus liées à notre éducation, à des effets environnementaux, et donc à la façon dont on se sert dans son cerveau. Et souvent, moi, je compare les différences entre le cerveau des hommes et des femmes à un réfrigérateur. Vous voyez, on peut acheter exactement le même frigidaire et puis ne pas du tout s'en servir de la même manière, de ne pas mettre la même chose dedans et au final en faire une utilité complètement différente. Et donc, s'il y a une différence entre le cerveau des hommes et des femmes biologique, elle est sans doute à mettre sur le compte des différences hormonales. Et on sait que les femmes n'ont pas la même activité cérébrale et n'ont pas les mêmes processus cognitifs aux différents moments de leur cycle, aux différents moments de leur vie, et y compris pendant la grossesse. Et on sait par exemple que pendant la grossesse, les femmes vont développer une région dans leur cerveau qui, comme par hasard, est la région qui permet de se mettre à la place d'autrui, de comprendre ce que pense l'autre. Et c'est sans doute un développement qui est nécessaire à ce qu'on appelle l'instinct maternel
et la préoccupation de l'autre dans la relation mère-enfant. Et cette différence, on l'observe uniquement chez les femmes et les femelles mammifères, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les hommes, même quand ils sont pères, et qui n'est donc pas lié simplement au fait d'avoir un enfant, mais spécifiquement aux variations hormonales. Donc, il y a sans doute des effets hormonaux et environnementaux qui sont très importants. On ne peut pas le nier. Mais néanmoins, nos cerveaux sont morphologiquement très similaires et fonctionnellement très liés à l'activité qu'on a avec notre cerveau. Donc, je vais terminer simplement en vous disant que ce qui est très important pour le cerveau, c'est qu'on pense toujours que les processus cognitifs sont des processus très, très, très sérieux, comme la mémoire, le langage, le calcul, etc. Mais finalement, les mêmes régions cérébrales sont impliquées à la fois dans des processus qu'on considère comme étant très sérieux et dans d'autres processus qui nous paraissent très légers, comme l'humour, par exemple, le plaisir, le fait d'écouter de la musique, etc. Mais de plus en plus, on se rend compte que ce sont les mêmes régions qui finalement assurent des processus complètement différents, qui nous paraissent sérieux ou au contraire très légers. Et donc, je pense que l'avenir des neurosciences va nous réserver beaucoup de surprises justement dans la représentation cérébrale de toutes ces fonctions. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Sylvie pour cet exposé lui aussi absolument passionnant. Et bravo parce que vous êtes resté dans les temps, dire pile poil dans vos 10 minutes. Donc, félicitations en plus pour merci. Rigueur toute scientifique. Merci. Voilà. Bien. Merci beaucoup Sylvie. Et là aussi, je suggère pour ceux qui ne l'ont pas lu de lire votre livre, comme je disais, qui se lit comme une gourmandise, comme celui de Claudine Montaigne. Voilà. Merci. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est malheureusement en 2-3 minutes maximum chacune, nous dire quel serait votre, au-delà des obstacles que vous avez pu rencontrer et du fait que les femmes restent minoritaires dans l'ensemble des sciences, hein, selon les sciences, entre 20 et 40% globalement des effectifs et après au niveau des postes, ça dépend, les chercheurs c'est très peu, en astrophysique c'est très peu, en neuropsychologie il y en a plus, mais enfin voilà, donc nous dire les unes et les autres quelle serait pour vous la recommandation que vous feriez dans votre domaine pour aller plus vite et mieux vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Sylvie Chocron, c'est à vous pour nous dire effectivement votre proposition, votre recommandation, votre priorité. Merci beaucoup. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Laurence et Camille viennent de dire. Je voudrais juste rappeler que même si ouvertement la science n'est pas sexiste, on continue malgré tout à subir des remarques incroyables. Et moi qui suis une femme chercheur en neurosciences, il y a des messages des fois, c'est ce que je racontais à Jocelyne quand on préparait cette soirée, il y a des messages des fois qui soulignent le fait que par exemple je peux être à la télé avec des escarpins. Et c'est pas normal, quoi. Une femme chercheur en neurosciences n'est pas censée être habillée forcément en femme ou forcément porter des escarpins, ce qui est un truc à notre époque qui pourrait paraître complètement fou. Et je peux vous donner un autre exemple incroyable. C'est que récemment, je discutais avec le responsable de ma section au CNRS au niveau national, qui me demandait, voilà, si je voulais rejoindre cette section du comité national, et qui me disait je sais ce que tu vas me dire parce que toutes les femmes à qui je pose la question me demandent toujours est-ce que j'en serais capable, alors que tous les hommes à qui je pose la question me disent toujours est-ce que j'aurais le temps de le faire, est-ce que je pourrais cumuler ça avec mes autres activités. Donc, j'espère bien que vous lui avez répondu que oui. Non, bien sûr. Et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'effectivement, même nous, femmes, chercheurs, lorsqu'on passe des tests, il existe des tests maintenant pour mesurer nos biais. Même moi, je suis plus rapide pour associer une femme à la cuisine qu'une femme à la chimie.
Et donc, j'ai fait le test et à mon grand désespoir, je suis victime des mêmes biais que tout le monde, même si je lutte contre ces biais. Donc, c'est pas du tout quelque chose de trivial, c'est pas du tout quelque chose qu'on a dépassé, même nous. Donc moi, mon conseil, c'est de évidemment s'investir à chaque fois qu'on en a l'occasion, mais à tous les échelons, dans la formation, dans la communication. Moi, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de valorisation. Mais je dirais que même dans la façon dont on communique la science, on peut s'engager, parce que vous voyez, les livres de vulgarisation scientifique écrits par des hommes sont souvent des livres avec des ordres. Libérez votre cerveau, musclez votre mémoire. Donc, ce sont des livres d'hommes avec un discours d'hommes, souvent sans référence scientifique, mais ça, c'est pas grave parce que c'est des hommes, donc ils détiennent le savoir. Et moi, même dans ce livre de vulgarisation que j'ai écrit, j'ai voulu que ce soit une héroïne femme qui vit une vie qui pourrait être une vie de femme ou d'homme, sans donner d'ordre, en expliquant juste ce qui se passe et avec des références scientifiques à l'appui. Et je me suis opposée au courant général. Et donc, et mon plus grand bonheur, ça a été quand des hommes m'ont dit, mais Anna, c'est moi en fait. Parce qu'effectivement, j'avais envie de dire que ce cerveau-là, ça pouvait être un cerveau d'homme ou de femme. Et donc, moi, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la façon dont on s'affirme, tel qu'on est, avec voilà, nos forces et nos faiblesses et nos biais. Mais il faut absolument continuer et pas céder à cette pression générale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Sylvie.